Bonjour, bienvenue dans Complémentaire. Merci de commencer la semaine avec nous. Ce qui est rare est cher. Bon, lui, il est singulier et tant mieux pour nous. Salut Benjamin. Salut David. Et effectivement, c'est vrai aussi pour les espèces. Plus elles sont rares, plus on leur accorde de valeur. J'entends par les espèces animales ou végétales. Alors jusque-là, vous me dites, effectivement, tout est normal. Une espèce est rare, on lui accorde de la valeur. Donc, elle coûte de plus en plus cher. Eh bien, oui, mais ce que nous dit une étude qui vient d'être publiée, c'est que ces espèces rares, donc chères, eh bien, elles sont menacées. Eh bien, pour cette raison, parce qu'on leur accorde de la valeur, donc on les menace. C'est ce dont on parle ce matin dans Complémentaire. Avant cela, la carte Atmo, la carte des indices prévisionnels de la qualité de l'air. On prend la direction du Limousin ce matin, de la Haute-Vienne plus précisément. La qualité de l'air est bonne, hein, vous le voyez, à Limoges, indice 2. On quitte la capitale des arts du feu. C'est comme ça qu'on surnomme Limoges en raison de l'industrie de la porcelaine, bien sûr, et de l'implantation plus ancienne encore de l'artisanat des émaux et des vitraux. Sur l'ensemble de l'Hexagone, c'est globalement bon. Le vert est uniforme ce matin pour cette journée de lundi. Seuls Nice et Paris affiche un indice 4, indice plus haut sur l'ensemble de l'Hexagone. Donc on respire bien, je vous laisse chercher et découvrir l'indice qui vous concerne. Je vous rappelle que ces indices défilent au bas de votre écran tout au long de l'émission. Voilà, retour sur ce plateau. Vous avez peut-être déjà regardé de votre côté une collection de papillons. Tiens, par exemple, une collection de papillons. Alors, vous le voyez, c'est des formes, des couleurs, toutes très différentes, toutes très originales. Et en général assez jolies, assez bien arrangées. Et vous vous dites, mais comment font-ils ces collectionneurs pour aussi bien choisir leurs papillons pour que les couleurs aillent si bien ensemble? Eh bien, figurez-vous que les collectionneurs ne choisissent pas forcément leurs papillons en fonction de leur couleur uniquement. Franck Courchamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS et à l'Université Paris-Sud, chercheur en écologie systématique et évolution. Vous venez de publier une étude dans laquelle vous nous dites non, on choisit pas les collectionneurs ne choisissent pas les papillons pour leurs belles couleurs, mais bien parce qu'ils sont rares, c'est ce qui fait leur valeur. Oui, effectivement, comme pour les collections de timbres ou les collections de pièces, comme pour toutes les collections, c'est souvent les objets les plus rares qui sont les plus convoités par les gens qui font des collections. Et pour les espèces animales ou végétales, on n'y échappe pas. Oui, ça c'est l'un des exemples. Hein. Quand je parlais de papillons, bien sûr, c'est un exemple. Ceci dit, vous dites l'ensemble des espèces végétales, animales qui sont collectionnées, mais pas seulement collectionnées, on leur accorde plus de valeur parce qu'elles sont rares. Et donc, on les menace d'autant plus, c'est cela? Oui, alors visiblement, c'est un trait de caractère propre à l'humain. Ce qui est rare a de la valeur et du coup risque d'être exploité un petit peu plus que proportionnellement ça ne devrait. Et donc, plus on exploite ces espèces rares, plus elles vont devenir rares et donc plus elles vont avoir de la valeur, etc. On rentre dans un cercle vicieux qui risque de les conduire à l'extinction. On va en reparler de ce cercle vicieux. Ce matin, vous pouvez évidemment intervenir dans Complémentaire, David. Effectivement, vous le faites comme chaque jour avec le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Sinon, je vous le répète, le 01 46 96 43 64. Coller une étiquette espèce rare sur un animal, c'est pas forcément mieux le protéger. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. 01 46 96 43 64, c'est le numéro de Complémentaire si vous souhaitez intervenir. C'est pas forcément lui rendre service, effectivement, et c'est plutôt aiguiser l'appétit de nous, êtres humains, sur ces espèces. Franck Courchamp, des exemples que vous prenez dans cette étude que vous venez de publier, ce sont des papillons de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, on resitue un petit peu, on est au nord de l'Australie, à la pointe complètement est de l'Indonésie. Les papillons de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pourquoi en parlez-vous dans cette étude? En fait, parce que c'était un des rares jeux de données pour lesquels on avait des données pour le prix et pour la taille, par exemple, des papillons, ouais. Et où on a pu vraiment essayer de se rendre compte si l'intérêt des collectionneurs était dû à la rareté et donc au prix qu'on pouvait mettre sur ces espèces ou à la taille ou à d'autres facteurs. Et donc, en réanalysant ce jeu de données qui existait, on s'est aperçu que c'est vraiment la rareté qui fait le prix de ces papillons pour les collections. Franck, vous nous donnez une petite idée du prix d'un papillon? Ça peut aller jusqu'à quel prix finalement? C'est vraiment la rareté qui va fixer ces... Oui, ça tombe mal pour les espèces de papillons parce que j'ai pas vraiment d'espèces chiffrées. Dans l'étude, pour pouvoir comparer avec la taille, il y avait une espèce de métrique en divisant en fonction de la taille et donc j'avais des dollars par centimètre de papillon, donc je me rends pas bien compte de ce que ça donne. Mais si on prend d'autres espèces pour lesquelles d'autres collectionneurs sont intéressés, que ce soit les orchidées, que ce soit des œufs d'oiseaux rares ou d'autres coquillages, on peut aller à des prix extrêmement élevés, en centaines, voire en milliers d'euros pour des spécimens dont la beauté ne fait pas forcément le prix.
Prix qui augmente effectivement en fonction de la rareté de l'espèce. J'en viens à mes papillons de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça se passe comment? Ce sont les villageois de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui vendent les papillons à des collectionneurs directement? Il y a un vrai marché du papillon sur cette zone? En fait, le marché des espèces animales et végétales est un des plus gros marchés qui soit dans le monde. Le marché illégal, entre autres, est le deuxième marché international derrière les ventes d'armes et avant la drogue. Et c'est en fait... Dans l'ordre des marchés illégaux, on a les armes, ensuite on a les animaux, et ensuite le commerce illégal de la drogue. Oui, ou le contraire, la drogue ou les armes en premier, mais en tout cas les animaux sont en deuxième catégorie et c'est quelque chose qui est en augmentation constante. Non, on l'imagine, donc c'est un commerce très très lucratif que le commerce illégal. Et très organisé. C'est-à-dire que c'est pas les villageois de Papouasie qui vont aller vendre aux collectionneurs, il y a des intermédiaires, et que ce soit pour les papillons ou que ce soit pour d'autres espèces animales ou végétales, il y a vraiment un marché légal et un marché illégal qui sont extrêmement bien organisés. Avec des bourses d'échange où le prix se fait effectivement en fonction de la rareté. Avec des ventes aux enchères, même par exemple pour les chasseurs de trophées, lorsqu'il y a une espèce qui est très rare et qu'il y a quelques animaux seulement qui sont disponibles à la chasse, on peut aller jusqu'à des 150 000 $ ou 200 000 $ pour une espèce de mouton sauvage qu'on trouve dans l'Asie et qui... au vu de l'animal, ne ferait pas ce prix-là. Mais on imagine un marché aussi important et un marché aussi lucratif. Vous parlez en dizaines, en centaines de milliers de dollars. On imagine que ça représente une menace pour certaines espèces, surtout qu'on parle d'espèces rares. On se dit que les espèces rares sont de plus en plus chères. Et parce qu'elles sont de plus en plus chères, parce qu'elles ont de plus en plus de valeur, elles sont peut-être d'autant plus menacées. Alors c'est effectivement un des résultats de cette étude, c'est que on pensait jusqu'à maintenant que les espèces rares étaient d'une part plus protégées que les autres. Bon, effectivement, c'est certainement le cas. Pas toujours, mais en général. C'est protégé par l'homme, oui. On se dit, tiens, telle espèce est rare, on va mettre en place un certain nombre de moyens de protection. Voilà. Et d'autre part, plus les espèces sont rares, plus elles sont difficiles à chercher, et donc plus elles coûtent cher, et donc le marché, normalement, va s'éteindre avant que l'espèce soit vraiment complètement éteinte, les derniers individus étant les plus difficiles à chercher, et ça coûte vraiment trop cher d'aller les chercher. Donc, en général, les théories prédisent qu'on arrête d'aller chercher ces espèces à partir du moment où ça devient plus rentable, parce qu'elles sont trop chères à chercher. Ça, c'est ce qui est admis, j'ai envie de dire, communément. Vous, dans votre étude, vous avancez la théorie opposée, finalement. Oui, alors maintenant, si on considère que le prix n'est pas constant, le prix que les acheteurs vont être prêts à payer pour ces espèces rares, mais qu'il augmente en fonction de la rareté, donc plus les espèces sont rares, plus elles sont intéressantes et plus elles ont de la valeur, et plus on est prêt à payer, alors à ce moment-là, on n'est plus du tout à l'abri d'éteindre l'espèce parce qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer, et donc le coût n'est plus tellement important. Il y a toujours des gens très très riches qui sont prêts à payer pour ces espèces très rares, même si elles sont très très chères. Très très riches ou très très motivés, des collectionneurs qui sont vraiment fanatiques qui vont risquer énormément de choses et qui sont prêts à payer énormément. Mais effectivement, c'est le cas. Mais dans ces conditions-là, on ne collectionne plus un animal, mais en fait un animal rare, peu importe l'espèce, pourvu qu'il soit un petit nombre encore vivant dans son milieu naturel. C'est vraiment ça? C'est une catégorie d'animaux, par exemple des orchidées ou par exemple des oiseaux. En Grande-Bretagne, les collections d'œufs sont interdites depuis maintenant presque 30 ans, mais il y a encore des gens qui vont collectionner les œufs et qui vont aller rechercher plus particulièrement les œufs des oiseaux rares. Et on estime qu'il y a une trentaine d'espèces en Grande-Bretagne qui est directement menacée par ces collections d'œufs parce que ce sont des espèces très rares et il suffit de capturer quelques œufs seulement pour faire vraiment chuter la population. Et plus l'espèce est rare, plus le collectionneur est prêt à payer cher ou à donner de sa personne pour obtenir son spécimen. Voilà, à payer cher ou à risquer gros quand il va le chercher lui-même ou quand il passe par des intermédiaires lorsque c'est illégal, des peines de prison, des amendes lourdes, voire même tomber d'un arbre comme c'est arrivé à un des plus célèbres... Colin Watson, c'est cela? Voilà, collectionneur d'œufs récemment qui est tombé d'un arbre de 12 mètres et qui a laissé la vie. Mais quel est, je dirais, si on ne peut pas montrer cette collection, si on doit la cacher, quel est l'intérêt de la posséder? On peut quand même l'échanger. Enfin, je veux dire, où est l'intérêt d'avoir ces espèces rares et de prendre tous ces risques? Alors, il y a des cercles d'aficionados qui
qui se montrent entre eux leur collection. Les chasseurs de trophées ont sur leur mur leurs trophées, même lorsque ce sont des espèces qui sont normalement pas chassables. Et puis il y a aussi cette espèce souvent ces collectionneurs, qui ne sont pas tous les collectionneurs, mais un certain nombre hardcore, qui sont vraiment des fanatiques et qui collectionnent pour collectionner, qui n'ont pas forcément besoin de le montrer. C'est vraiment pour posséder un objet. Voilà, c'est vraiment de la possession. Excusez-moi, j'ai une petite quinte de tout et je vais essayer de me soigner. Excusez-moi, Franck Gourchon, j'ai plus de voix, ça y est, c'est fait. Parfait. Tu veux que je redonne le numéro de téléphone pendant que tu bois? Je veux bien que tu redonnes le numéro de téléphone. Moi, je bois un verre d'eau. Regardez, je le fais très bien. Parce que effectivement, si vous souhaitez nous appeler ce matin pour peut-être prendre des nouvelles simplement de Benjamin, savoir si sa santé s'améliore, a priori oui, regardez à vue d'œil. Apparemment pas, non? Il y a un numéro de téléphone que vous savez maintenant, il vous faut composer. C'est le numéro de complémentaire, celui qui vous permet d'intervenir et de vous placer ici autour de cette table. Hop là, c'est mieux. 01 46 96 43 64, c'est le numéro de complémentaire. C'est donc le vôtre pour participer à cette émission et poser vos questions. Ça va mieux? Le Benjamin François, une espèce menacée de la quinte de tout, c'est ce qu'on se disait aujourd'hui. Franck Gourchon, vous établissez une liste des principales activités susceptibles de menacer ces espèces en voie de disparition, des principales activités humaines. 6 activités humaines. On le disait à l'instant, la collection, ça représente réellement un marché énorme, un marché très très important qui menace vraiment certaines espèces. Alors c'est surtout que c'est un marché très ciblé, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être extrêmement important. Le problème, c'est qu'il cible les espèces rares. Et donc toutes ces espèces qui commencent à décliner, à ce moment-là, sont menacées par ce type d'activité. Plus une espèce est rare, plus elle aiguise l'appétit des collectionneurs. Voilà. Et pourtant, le collectionneur, a priori, on pourrait croire que c'est un amateur de nature, un amateur en tout cas de ces animaux qu'il souhaite collectionner. D'ailleurs, mort ou vif, je suppose. Oui, alors évidemment, lorsque c'est une orchidée, elle reste pas longtemps très vivante. Les coquillages, c'est pareil. En général, ce ne sont pas pour des animaux vivants. Maintenant, il y a d'autres catégories d'activités humaines où les gens partent d'un principe de bonne foi et qui aiment la nature et la biodiversité et qui cherchent à se l'approprier en quelque sorte. C'est par exemple la possession d'animaux de compagnie exotiques, que ce soit des oiseaux, des reptiles, même des insectes. Ça part un petit peu du même principe. Nouveaux animaux de compagnie, j'ai envie de dire, voilà, c'est une nouvelle menace pour la biodiversité? Alors oui, parce que en général, les espèces les plus originales ou les plus rares sont celles qui vont avoir le plus de succès dans ce nouveau marché un petit peu tendance. Et les gens vont être prêts à payer beaucoup plus cher lorsqu'une espèce est plus rare. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu vraiment montrer avec des chiffres. Il y a les amateurs de nature, effectivement, les amateurs d'animaux qui vont parfois sans le vouloir, parfois de bonne foi, effectivement, représenter cette menace sur les espèces rares. Peut-être plus étonnant, vous citez aussi le cas des scientifiques qui, eux, naturellement, s'intéressent à la nature, aux espèces rares, et qui peuvent aussi représenter un poids parce qu'ils font partie de ces collectionneurs. Oui, alors la caricature un petit peu dans l'esprit collectif du scientifique naturaliste, c'est le gars avec son filet de papillons qui cherche les papillons. Et effectivement, c'est un petit peu lié avec ces collections parce que les scientifiques ont toujours eu ce besoin de décrire de manière un peu exhaustive et donc de collectionner ces espèces. Et il est assez probable qu'un certain nombre d'espèces aient été menacées de cette manière dans l'histoire par des scientifiques qui cherchaient à acquérir des individus, en particulier ceux qui devenaient rares avant qu'ils s'éteignent ou parce qu'ils étaient intéressants. Parce qu'il fallait le décrire avant qu'ils ne s'éteignent, qu'il fallait en collecter. Par exemple, c'est le cas du grand pingouin qui est une espèce qui s'est éteinte à la fin du 19e siècle. Il vivait où, le grand pingouin ? Il vivait dans les régions froides. C'est un pingouin qui était assez extraordinaire, qui fournissait de l'huile et des plumes pour les marins, dont les populations ont été très exploitées et qui ont baissé assez rapidement. Et lorsqu'on s'est aperçu que cette espèce commençait à devenir rare, alors tous les musées du monde ont essayé d'avoir un spécimen. Et c'est vraiment ce qui a donné vraisemblablement le coup de grâce à cette espèce. Mais un spécimen naturalisé ou alors, pour le coup... Non, un spécimen naturalisé, c'est-à-dire qu'on sait par exemple que les 2 derniers grands pingouins qui ont été capturés, leurs peaux ont terminé dans le musée de Bruxelles et le musée de Los Angeles, et les organes sont conservés au musée de Copenhague.
Et ce sont les deux derniers, pardon, ce sont les deux derniers, et c'est vraiment des commandes qui ont été faites par les musées à l'époque. Donc les collectionneurs et les scientifiques sont ceux qui se sont vraiment rués sur la fin sur cette espèce pour la voir parce qu'elle était rare. J'en viens au papier que vous venez de publier, Franck Courchamp, dans lequel effectivement vous expliquez que la rareté des espèces entraîne une augmentation de leur valeur, entraîne donc une menace supplémentaire. C'est pas évident de démontrer cela, que plus une espèce est rare, plus elle est valorisée. C'est pourquoi vous apportez un certain nombre d'exemples dans ce papier. Un cas assez intéressant est de comparer le prix, la valeur d'un trophée de chasse par rapport justement à sa rareté pour aller dans ce sens. Alors effectivement, ce qui est difficile lorsqu'on compare des espèces qui sont différentes, c'est qu'elles ont des attributs différents. Une est plus jolie ou a plus de charisme ou ce genre de choses. Et donc c'est difficile de les comparer. Les chasseurs, pour pouvoir comparer leurs espèces entre elles, ont développé une espèce de système de mesure des gueules des carnivores ou des cornes des ongulés, par exemple. Et ils peuvent comparer ainsi leur trophée et dire que tel animal est beaucoup bien meilleur au niveau trophée que tel autre. Sur des caractères biologiques. Voilà. Et en général, ce qu'on dit, c'est plus c'est grand et plus c'est cher. Les cornes les plus grandes ou les gueules d'ours ou de lion les plus grosses sont les animaux les plus imposants. Et plus c'est imposant, plus c'est cher. Ça, c'est ce que disent officiellement les chasseurs de trophées et leurs organisations. Mais si maintenant on fait des études un petit peu plus poussées, on s'est aperçu en regardant certains groupes de manière plus approfondie qu'en fait c'est vraiment le prix la rareté qui fait le prix de ces espèces à taille égale, ou si on corrige par la taille, c'est vraiment la rareté qui va faire le prix de ces espèces. Les espèces les plus rares sont celles pour lesquelles les chasseurs vont payer le plus cher. Vous vous êtes intéressé à quel type de données justement pour en arriver à cette conclusion? Alors en fait, on a tout simplement demander à des chasseurs, à des organisateurs de chasse au trophée de nous donner le prix pour telle et telle espèce. Et connaissant la taille de leur bois, on a pu savoir combien est-ce que telle espèce coûtait, par exemple. C'est-à-dire que vous avez demandé aux organisateurs de chasse de vous dire, tiens, si je veux aller, moi, chasser telle espèce à tel endroit, combien ça va me coûter? Oui, voilà, en fait, je me suis fait passer pour un chasseur de trophées. Et j'ai demandé dans le monde entier pour... Par Internet, ça se trouve par Internet, exactement. Par Internet. Et puis j'ai demandé pour toutes les espèces, y compris les espèces qui sont tellement rares qu'elles sont protégées et interdites à la chasse, combien est-ce que je devrais payer pour chasser telle espèce. Et on peut aujourd'hui trouver des espèces interdites à la chasse. Par Internet, on arrive à chasser ces espèces. Alors, il faut insister un petit peu, parce que la première réponse qu'on obtient, c'est évidemment il n'existe pas de permis de chasse pour cette espèce qui est interdite localement et internationalement. Mais si on insiste un petit peu, visiblement ça marche, puisque j'ai obtenu les prix d'au moins une dizaine d'espèces qui sont complètement interdites à la chasse. Ouais. Et dans ces cas-là, le prix pour la chasse de ces espèces interdites à la chasse, j'ai l'impression de dire quelque chose d'inepte, mais c'est effectivement ça. Le prix de la chasse de ces espèces interdites à la chasse, il grimpe en flèche. Alors oui, ça peut aller à 50 000 $ les chasses, enfin pas le prix de la chasse, mais juste le trophée. Par contre, il y a ce que je disais tout à l'heure, des ventes aux enchères pour certaines de ces chasses, et là ça peut monter le triple ou le quadruple pour certains animaux. Mais expliquez-nous comment ça se passe. C'est-à-dire que vous allez démarcher via Internet un réseau. On vous propose de participer concrètement à cette chasse ou simplement de vous proposer de racheter le trophée? Non, c'est une participation à la chasse. C'est le tir de la bestiole et récupérer son trophée. Et une fois que vous avez récupéré ce trophée, comment vous revenez dans votre pays d'origine avec... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, c'est pas la chasse en elle-même qui est interdite, c'est de récupérer le trophée. Donc c'est effectivement la partie difficile. Il y a une histoire un petit peu célèbre d'un Américain richissime qui a été chasser une espèce qui s'appelle le carato argali, qui est un espèce de mouflon d'Asie, et il en restait moins d'une centaine d'individus, donc c'était interdit localement et internationalement. Donc il a réussi à corrompre les gouvernements locaux pour chasser la bestiole. Après, il a eu beaucoup de mal à la rentrée et il a dû payer 100 millions de $ le Smithsonian Institute pour pouvoir faire revenir le trophée en tant qu'animal. C'est-à-dire que ce mouflon, il lui a coûté 100 millions de $, ne serait-ce que pour l'exporter? Juste l'exportation. C'est quoi le Smithsonian Institute à qui c'est un institut scientifique et un musée grand public
aux États-Unis. Et ça lui a permis de re-rentrer dans les clous de la légalité, j'ai envie de dire. En fait, c'est un don qu'il a fait à cet institut pour créer en fait un espèce de hall aux mammifères avec des trophées, donc quelque chose qui est positif pour la formation des gens et l'information. Mais personne n'est dupe. Ce don a été corrélé et ça fait un immense scandale dans la presse américaine avec la réintroduction de cette pièce qu'il n'arrivait pas à réintroduire chez lui. Mais je me dis, on n'est pas tous prêts à débourser 100 millions de dollars pour pouvoir aller chasser un animal protégé ou en tout cas en voie d'extinction. Donc à la rigueur, la menace n'est pas si grande. Et en fait, imaginez qu'il y a une centaine d'individus dans cette espèce. Il y a évidemment pas des millions de personnes qui peuvent se permettre cette somme. Par contre, il y en a quand même suffisamment pour que la population soit irrémédiablement vouée à être éteinte si on ne met pas un holà sur cette pratique. C'est le dernier loisir d'hommes très très fortunés. Finalement, la chasse à ces espèces rares, à ces espèces interdites, c'est le petit piment en plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des clubs qui sont très fermés, mais qui comportent quand même plusieurs dizaines de milliers de membres richissimes et qui ont des espèces de tournois qu'ils appellent des chelems, où il faut qu'ils réussissent à avoir un trophée de chaque espèce dans un groupe taxonomique. Par exemple, dans les moutons et les chèvres sauvages, il y a une 60aine d'espèces, donc il faut avoir un individu de chaque espèce. Et pour avoir la totalité des chelems, il faut tuer à peu près 440-450 espèces différentes. Et évidemment, les espèces les plus rares sont les espèces les plus chères. C'est la première fois que j'entends parler de cela, ça me paraît assez ahurissant quand même. On se croit dans un James Bond là. Et un peu de choses. Et on se réunit dans des cérémonies clandestines pour faire le point sur les espèces qu'on a. Je suis pas sûr que ce soit vraiment clandestin. Je pense que c'est plus ou moins ouvert. Le problème, c'est que c'est vraiment des gens parmi les puissants et qui sont relativement inattaquables. Ils ont toujours un passe-droit, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Oui, et puis ce sont des gens qui donnent beaucoup d'argent pour la conservation, pour par exemple faire des parcs en Afrique. Ils prennent d'une main, ils donnent de l'autre ? C'est assez complexe, mais oui, effectivement, c'est aussi de l'argent qui bénéficie à la conservation d'une certaine manière. Le problème, c'est que ça ne bénéficie pas forcément aux mêmes espèces et que de protéger des espèces qui sont rares, c'est là vraiment où on en aurait besoin. Et vous parliez de ces listes de grands chelems d'espèces menacées à chasser pour ces personnes. Vous les avez vues, ces listes mais c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet, sur leur site officiel. Par exemple, la SCI, qui est un club un de ces clubs-là, qui liste toutes les chasses auxquelles on peut participer. Alors, effectivement, il y a certaines espèces qui sont hors de ces chelems, mais je doute un peu qu'on ne puisse pas y accéder en insistant de manière polie. Des espèces interdites. À ces espèces qui sont interdites. Oui, je pense qu'on peut quand même C'est une question de prestige aussi finalement, et on en vient à une autre des activités qui, selon vous, selon cette étude que vous publiez, menacent les espèces en voie d'extinction, les espèces rares, même si celles-ci sont très chères. C'est effectivement le prestige d'apporter par exemple à sa table un mets qu'on est le seul à pouvoir apporter. C'est une pratique notamment répandue chez les hommes d'affaires asiatiques. Alors effectivement, ce marché du produit de luxe, et en particulier du produit de luxe dans l'assiette, c'est quelque chose qui est de plus en plus répandu, surtout avec la montée économique de la Chine. Effectivement, les businessmen chinois, lorsqu'ils concluent une affaire, invitent leurs partenaires au restaurant et leur servent par exemple une assiette de lèvres d'un énorme poisson, le Napoléon, qui est gigantesque et dont on mange juste les lèvres, une paire de lèvres coûtant $250. Donc vous imaginez une assiette entière, ça coûte une véritable fortune. Et c'est une manière de montrer sa puissance, au moins économique, aux partenaires. Ce Napoléon, cet énorme poisson, c'est une espèce rare ? Alors c'est maintenant une espèce qui est de plus en plus rare, on en trouve quasiment plus, notamment plus de gros spécimens. On va les chercher de plus en plus loin et c'est une espèce qui c'est l'espèce qui est la plus demandée au monde selon le WWF. Et dans ces cas-là, le businessman chinois qui est en train de signer son contrat a d'autant plus de prestige qu'il réussit à servir ses lèvres parce que l'espèce est de plus en plus rare. Parce que l'espèce est très rare et donc elle est très chère et donc très difficile à obtenir. Et donc on a plus de prestige. Mais en fait, il n'y a pas que les Asiatiques qui font ça. Nous faisons la même chose avec le caviar. Il y a différentes espèces de caviar et l'espèce beluga, qui est l'espèce la plus rare, est l'espèce la plus chère. Il faut savoir que toutes les 27 espèces d'esturgeons qui fournissent le caviar sont
sont menacés actuellement et qu'on a exactement la même chose. On a la même chose avec les fourrures, les bois exotiques, les peaux de reptiles, etc. Là, vous êtes en train de dire que c'est quand même historiquement quelque chose d'assez ancré de proposer ces cadeaux issus de la nature, mais avec cette étiquette rareté. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a dû plus ou moins toujours exister. Le problème, c'est que maintenant, on est de plus en plus nombreux et qu'on est de plus en plus riches et que donc, on exerce un impact de plus en plus important sur ces espèces rares. Et si on veut vraiment se distinguer, on va chercher de plus en plus la rareté, donc les espèces les plus impactées par telle ou telle activité, ou en tout cas menacées simplement dans leur nombre. Tout à fait, oui, c'est exactement le principe. Oui. Allez, parmi ces 6 activités que vous définissez et qui peuvent mettre les espèces, qui peuvent mener les espèces rares à l'extinction, en tout cas présenter une pression supplémentaire sur ces espèces qui sont déjà menacées. Il y en a 2 qu'on n'attend pas forcément, ce sont l'écotourisme et les médecines traditionnelles. C'est plutôt surprenant de retrouver ces activités à cet endroit-là. Pourquoi dites-nous, notamment l'écotourisme? Vous prenez un exemple des orques qui est assez intéressant. Expliquez-nous un petit peu ce... C'est vrai que c'est assez paradoxal parce que, contrairement aux autres activités, on ne tue pas l'animal. Les écotouristes sont les touristes qui vont voir des activités écologiques, des animaux ou des plantes. Et puis, excusez-moi, mais on a toujours tendance à dire que l'écotourisme, c'est plutôt une bonne pratique pour l'environnement. Alors, dans l'ensemble, oui. Lorsque cela cible des espèces qui sont très rares et lorsque le fait d'aller les observer, ça peut les déranger, soit pour leur reproduction, soit pour leur survie, leur alimentation, etc. Alors, ce dérangement qui est maintenant bien documenté, on sait que ça fait baisser la survie et la reproduction de ces espèces. Alors, ça peut être vraiment un problème. Et plus ces espèces sont rares, plus on va aller les voir, plus on va les déranger. Et on plus est toujours dans le cercle cercle vicieux. Vous êtes pessimiste ce matin, Franck Gourchamp? C'est du réalisme. Mais aller voir les baleines, finalement, c'est pas une bonne action pour les baleines. Ça fait porter une pression encore supplémentaire sur ces groupes, c'est ce que vous êtes en train de dire? Alors, il y a différentes espèces de baleines. Certaines sont plus rares que d'autres. Et effectivement, on sait maintenant... C'est indéfini pour l'orque, mais c'est à peu près le même groupe, c'est les cétacés. On sait maintenant que la plus grande cause de mortalité des baleines sont les chocs avec les bateaux. Et notamment avec les bateaux de tourisme. Et le bruit des moteurs est aussi quelque chose qui fait un dérangement important et qui, par exemple, les empêche de se nourrir. C'est ce que vous dites pour les orques. Au fur et à mesure, finalement, qu'on est de plus en plus allé les voir, la population d'orques a diminué, c'est cela? Voilà, alors on a une population dans le nord du Pacifique où on a vraiment des données très claires qui montrent que moins il y avait d'orques et plus il y avait de bateaux qui allaient les voir. Et donc, moins il y avait d'orques et plus il y avait de bateaux. Et en fait, on s'est retrouvé en l'an 2000 avec beaucoup plus de bateaux que d'orques dans la population. On est au nord du Pacifique, à proximité des côtes canadiennes, c'est ça? Oui. Dans ces eaux-là. Les bateaux, ce sont essentiellement des bateaux motorisés? Oui, des gros bateaux de tourisme qui font donc soit des collisions, soit du bruit qui empêche ces animaux de s'entendre et de se nourrir. Ouais. Et donc, plus il y avait de bateaux, moins il y avait d'orques? Voilà, d'une année sur l'autre, on a une belle corrélation entre le nombre de bateaux une année et le nombre d'orques l'année suivante. Mais là, pour le coup, ce qu'on vous vend et ce qu'on vend à ceux qui se rendent sur ces bateaux, dans ces contrées, c'est la possibilité de voir des animaux dans leur milieu naturel. Et même avec cette démarche, finalement, parce qu'il y a cet objectif de montrer des orques, on menace vraiment ces groupes. Oui, alors c'est un petit peu comme toutes les autres activités, c'est quelque chose de vraiment paradoxal. On aurait l'impression que, enfin, si on pense intuitivement, c'est vraiment pas quelque chose qu'on mettrait dans l'ordre des choses. Mais effectivement, moins. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette rareté, lorsque ces espèces sont rares, mais qu'elles sont bien localisées et qu'on a de bonnes chances de les voir dans une aire donnée, alors effectivement, on peut avoir ce processus. Effectivement, si c'était impossible de voir ces espèces, il n'y aurait pas d'activité de tourisme qui pourrait se développer. Donc c'est par exemple le cas pour... Oui, il faut qu'elles soient visibles, ces espèces, finalement. Certaines espèces d'oiseaux qu'on trouve à certains endroits seulement et qui sont très rares. Alors là, on peut avoir énormément de touristes qui vont y aller parce qu'ils ont de très fortes chances de voir une espèce rare. Oui, c'est un point de convergence pour ceux qui souhaiteraient effectivement observer au moins une fois ce type d'animaux. Voilà. Dans écotourisme, il y a une sorte... On respecte la nature, on a envie de la voir. Et pour autant, on l'impacte. Tout à fait, mais je pense que c'est quelque chose dont on n'avait vraiment pas conscience il y a moi le premier, et qui a été. C'est pour ça que ça a fait un petit peu de bruit dans le domaine, parce que toutes ces activités-là sont contre-intuitives, et notamment celles qui concernent les amoureux de la nature, entre guillemets, qui, eux, peuvent aussi, malgré tout, mettre leur petit grain de sel dans ce problème. Il faut les informer, les amoureux de la nature, et leur expliquer qu'effectivement, c'est pas parce qu'ils aiment
aiment la nature qu'ils ne peuvent pas présenter à... Voilà. Je pense que la clé vraiment de toute cette histoire, c'est l'information, c'est le fait de savoir d'une part que c'est pas parce qu'on aime les caméléons ou les petites grenouilles qu'il faut en avoir chez soi ou les oiseaux exotiques. Il faut savoir que plus de 90% des individus qui sont capturés vont mourir avant même de voir l'acheteur. Il faut savoir que lorsqu'on veut 90% des individus capturés de certaines espèces, par exemple de perroquets ou de tortues, plus de 90% de ces espèces vont mourir avant même de voir l'acheteur. Parce qu'il y a de la perte lors de la capture, pendant le transport, pendant la mise en contention, parce qu'il n'y a pas de soins qui sont apportés. Ce ne sont pas des professionnels des animaux qui vont s'en occuper. C'est souvent des marchés illégaux. Donc ça ne prend pas les voies directes, effectivement, de transport ou d'acheminement. Et puis il faut savoir que c'est rarement des espèces d'élevage, malgré le fait que ce soit parfois indiqué comme étant des espèces d'élevage. Ce sont la plupart du temps des espèces qui sont capturées dans la nature, et ces espèces sont en train de décliner à une vitesse assez dramatique. Vous me parliez tout à l'heure d'un exemple assez intéressant pour illustrer ce fait qu'effectivement, nous humains soyons de plus en plus attirés par les espèces rares. Aujourd'hui, dans certains magasins, dans certaines animaleries, on trouve affiché comme un argument de vente le classement de certaines espèces à la CITES, la Commission internationale sur l'échange des espèces. Plus elles sont classées en fonction de leur rareté. C'est a priori pour les protéger. Et là, ça sert d'argument de vente. Plus elles sont rares, plus on peut justifier une vente chère. Oui, alors encore un élément vraiment contre-intuitif auquel on ne s'attendait absolument pas. Lorsqu'on regarde le prix des espèces qui sont étiquetées comme rares, c'est-à-dire qui ont ce label CITES, qui donc régule leur vente, ou voire même interdit leur vente. Dans le but de les protéger, on est bien d'accord. Tout à fait. On s'aperçoit qu'effectivement, dans certains magasins, c'est affiché comme étant des espèces qui sont rares, et donc le prix est vraiment corrélé. On justifie le prix, on justifie finalement l'intérêt du collectionneur à se diriger vers cette espèce. En fait, les études qu'on a fait, on a essayé de prendre en compte le poids des espèces, le temps qu'elles mettaient avant d'être vendues sur le marché, le coût vraiment de l'achat. Et on s'aperçoit vraiment que c'est le fait d'appartenir à une catégorie CITES ou non qui fait que l'espèce est plus chère. Mais ça veut dire que finalement, en voulant faire bien, en voulant préserver l'espèce, en lui accordant un statut d'espèce rare, donc on pourrait en déduire d'espèces protégées, c'est presque contre-productif. Oui, mais c'est exactement le résultat principal de cette étude, c'est que lorsqu'une espèce est déclarée comme rare, on peut effectivement attirer la convoitise d'un marché énorme, et qui peut donc contre-intuitivement la faire vraiment basculer vers l'extinction. Et est-ce qu'en fonction de ça, vous avez constaté peut-être un revirement de tendance? Aujourd'hui, si on découvre que telle espèce est vraiment en danger, que ces populations commencent à se restreindre, est-ce que finalement on n'a pas intérêt à taire cette information? Est-ce qu'au moins les scientifiques abordent les choses différemment aujourd'hui par rapport à cette menace que vous évoquez? Alors le problème, c'est que lorsqu'on déclare qu'une espèce est rare ou menacée, on gagne le support du public, on gagne des fonds pour pouvoir faire des programmes de conservation de cette espèce. Et donc, mais par ailleurs, on la désigne aussi. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu délicat. Mais on ne peut pas non plus taire cette rareté. Le fait qu'elle soit inscrite à la CITES, par exemple, va protéger son commerce, et c'est quelque chose qui est important. Donc je pense que plutôt que de taire la rareté de cette espèce, je pense que ce serait plus intéressant de ne pas révéler où elle se trouve, par exemple. Enfin, c'est assez facile à trouver, non? Suivant les groupes, si elle est rare, on sait que les caméléons, par exemple, on va en trouver en grand nombre. En ce moment, c'est le cas sur Madagascar. La plupart viennent de cette île-continent. Ceux qui sont vraiment intéressés par cette conservation, par cette appropriation d'espèces rares, vont forcément trouver la provenance de ces animaux. Alors, par exemple, pour les caméléons, il y a énormément d'espèces de caméléons. Certaines sont rares, d'autres ne le sont pas. Elles ne sont pas forcément faciles à trouver, et elles ne sont pas forcément faciles à identifier comme étant rares. Et donc, effectivement, c'est difficile d'essayer de cacher ce genre d'informations. Lorsqu'il y a des sommes absolument fabuleuses, les gens peuvent les trouver, c'est sûr. Mais bon, autant ne pas faciliter la tâche en essayant de ne pas révéler, par exemple, où ils se trouvent. Lorsque c'est une poche très localisée dans une forêt de Madagascar, c'est pas forcément facile de savoir où ils sont. Je reprends un autre exemple. Une tortue découverte dans une petite île d'Indonésie, l'île de Roti, c'est un exemple que vous prenez dans ce papier. À peine découverte,
à peine mentionnée comme étant une espèce évidemment rare, puisqu'on en connaissait quelques individus, elle a vu directement la pression des collectionneurs peser sur elle, cette tortue? Oui, effectivement, et c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises. Il semble que ces réseaux-là soient organisés au point de chercher dans la littérature scientifique très spécialisée pour trouver les espèces qui sont nouvellement pointées comme étant rares, par exemple, et pour que tout de suite il y ait un petit marché qui se développe sur cette espèce, et ça peut faire chuter les espèces très très rapidement. Ce sont des réseaux qui compulsent l'ensemble de la littérature scientifique concernant les espèces rares. C'est effectivement le résultat d'une étude parallèle à celle-ci qui a démontré ça cette année, oui, assez récemment. Ce sont des réseaux donc très 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 organisés qui sont ceux qui visent à satisfaire l'appétit des collectionneurs, des chasseurs de trophées. Et encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas forcément que des réseaux qui sont illégaux. Ouais. Il y a le commerce de certaines espèces sont légales. Par exemple, cette espèce qui vient d'être découverte, elle n'est pas inscrite à la CITES parce qu'elle vient juste d'être découverte. Et le temps de mettre tout ça en branle, les marchés économiques sont beaucoup plus rapides. Et c'est un marché qui est légal. C'est pour ça que c'est important, je pense, de faire passer l'information au niveau de l'acheteur. Mais Philippe Boucher, qui est passé sur notre plateau la semaine dernière, qui est le directeur scientifique de la mission Santo, annonçait sur ce plateau qu'une espèce d'oiseau sur cette île de Santo, au Vanuatu, était endémique, qui plus est d'une toute petite parcelle de forêt. On peut déjà supposer que cette information circule et que cet oiseau fait déjà l'objet de convoitises des collectionneurs. Alors, on peut supposer que ça... Est-ce que c'est si organisé que cela ? Oui, c'est organisé vraiment de manière assez poussée. Maintenant, l'île de Santos, elle est quand même assez éloignée, difficile d'accès. Une fois qu'on est sur place, c'est pas forcément facile d'aller capturer. Mais là, on a tous les critères pour que ça soit rare, donc cher, oui, donc qu'on ait envie de posséder cet oiseau. En général, ces gens-là s'appuient sur des réseaux existants, par exemple, de villageois locaux qui peuvent aller capturer les espèces de manière plus simple. Mais effectivement, rien ne dit que ce ne sera pas le cas assez rapidement pour ces espèces. Oui. Nouvellement décrites, souvent, nouvellement décrites plus rares égale doublement menacées. C'est l'ensemble des espèces rares que l'on peut considérer comme étant menacées par l'homme, ou alors est-ce que certaines espèces échappent à cette logique, à ce raisonnement? En fait, j'irais même plus loin. Je dirais que c'est l'ensemble des espèces qui sont rares, plus l'ensemble des espèces qui pourraient le devenir par un effet de mode ou par un accident, parce qu'on voit bien avec ce panel de 6 activités que ça ne concerne pas seulement les grands mammifères, ça concerne également des petits animaux qu'on met dans son terrarium, ça peut concerner tout ce qui a trait à la médecine traditionnelle et donc des champignons, des plantes, ça peut concerner énormément d'espèces. Cet appétit humain qui est d'exploiter les espèces rares, les rendant d'autant plus rares et aiguisant d'autant plus cet appétit humain. On a l'impression d'être dans un cercle vicieux quand on lit cette étude. Le vortex de l'extinction, je crois vous nommez cela. Ça veut dire que c'est compliqué d'en sortir ? Ça veut dire que c'est pas forcément compliqué, mais difficile. C'est-à-dire que la solution peut être très simple. Par exemple, changer les mentalités des gens, essayer de penser... Effectivement, c'est simple. Donc c'est simple, mais c'est difficile à obtenir. Ouais. Ceci dit, on peut être optimiste. On a réussi à faire changer les mentalités sur les manteaux de fourrure. Maintenant, les gens voient plus ça forcément comme quelque chose de très positif. On a réussi à faire changer des choses comme, par exemple, fumer en public en France, ce qui était a priori impensable, et les mentalités commencent à changer. C'était bien vu, aujourd'hui c'est mal vu. Si on reprend l'exemple de nos businessmen chinois qui dégustent leurs lèvres de cet énorme poisson qu'on appelle le Napoléon, on peut imaginer que demain, pour ce businessman chinois, ce ne soit plus aussi prestigieux que ça vis-à-vis de son hôte que de lui servir ce mets. Étant donné que ici la valeur principale c'est le prestige, c'est le regard de l'autre. On peut imaginer que si vraiment l'information passait et puis que le regard de l'autre était négatif sur ce genre de transaction, il n'y aurait absolument plus de raison de le faire. L'autre solution, on va peut-être en parler juste après avoir fait intervenir notre téléspectateur, c'est renforcer la protection, renforcer la... Tout à fait, oui. On va en parler, David. On accueille... On accueille Madeleine, ça faisait très longtemps. Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je précise, Madeleine est une habituée de l'émission. Oui. On était autour d'une table en Chine avec ces fameuses lèvres de Napoléon qu'on déguste. En France, on déguste l'ortolan et c'est une question que se posait Madeleine. Alors l'ortolan, je précise pour vous ou pas, Madeleine ?
Oui, c'est ça. Mais moi, je me demande qu'est-ce que c'est d'abord comme oiseau, j'en ai jamais vu. Ça ressemble, c'est un petit passereau. On entend toujours parler que de manger des ortolans, ça a l'air d'être un luxe. Eh ben, pour décrire de façon simple, un ortolan, c'est une sorte de petit passereau. C'est gros comme c'est entre un serin et un moineau, vous voyez. Et on les déguste effectivement dans le sud-ouest de la France, parce qu'on les engraisse. Généralement, ils sont répartis sur l'Afrique du Nord, mais quand ils passent en France, eh bien, on essaie d'en collecter un certain nombre et on les déguste, ce qui est interdit à la fois. Enfin, en tout cas, la vente dans une salle de restauration est interdite. Vous vous demandiez si ces ortolans sont menacés aujourd'hui ? Oui. Je n'ai pas la réponse, je pense que oui, quand même, globalement. Oui, effectivement, c'est une espèce qui est en déclin, comme la plupart des espèces similaires. Et effectivement, c'est un luxe de déguster cette espèce. C'est absolument interdit. Ça n'empêche pas régulièrement des gens de le faire, des gens plus ou moins célèbres. Oui, c'est une espèce qu'il est interdit de chasser, que pourtant on chasse et que l'on déguste dans certaines arrière-salles de certains restaurants dans le sud-ouest, et qui se déguste d'autant plus, j'ai envie de dire, qu'elle est interdite et qu'elle est rare. Oui, alors on est complètement là-dedans, on est complètement dans le prestige quand on parle de l'ortolan. Moi, j'en ai jamais goûté, donc je pourrais pas vous dire si l'attrait est vraiment lié aux vertus culinaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, c'est une espèce de on est dans la même logique que le businessman chinois qui offre ce mets très rare. Exactement. Ça participe de la même chose pour le coup. Alors là, il n'y a pas forcément une notion de prestige, mais il y a on se rapproche plus de la collection, mais cette fois-ci de l'exclusivité, la collection de l'expérience. On se rapproche de l'exclusivité, c'est ça. Certaines on est le seul à pouvoir avoir accès à cette expérience unique parce que l'espèce est tellement rare qu'on n'en trouvera pas dans le supermarché du coin. C'est pouvoir dire j'en ai mangé une fois dans ma vie. Voilà, et en général, les gens qui l'ont fait, malgré le fait que ce soit interdit, ils s'en vantent. Ce que vous nous dites, et si on en parle ce matin, et si on revient sur un certain nombre de ces exemples, c'est bien parce que cet appétit pour les espèces rares menace la biodiversité, menace directement ces espèces. Mais oui, elle est bonne votre question, Madeleine. Mais oui, très bonne, merci Madeleine. Elle correspond exactement au thème. Et voyez, on cherchait un exemple hexagonal plutôt que de partir encore une fois en Chine. Et ben vous nous avez ramené sur notre terre. Bah oui, mais c'est sûr. Et puis, j'ai tellement entendu manger des ortolans depuis que je suis au monde que je me suis toujours demandé ce que ça pouvait être. À quoi ça ressemblait un ortolan? Bah c'est un petit piaf, hein. C'est juste un petit moineau. C'est terrible de manger les petits piafs. Notre ancien président, là, sans le nommer, il mangeait les ortolans, il adorait ça. Et puis il paraît qu'il faut mettre une serviette sur sa tête pour se cacher, pour manger ça, parce que ça doit pas être facile. S'il y a que des petits os et des petits machins, là, à sucer. Je pense que dans le côté traditionnel, il s'agit effectivement de l'engloutir d'une seule bouchée. Bon, enfin après... Ah bon, mais les os, alors? Ah ben attendez, je sais pas, Franck, que fait-on des os? Ah, on les mange, on mange tout. On mange tout, on met tout dans sa bouche. Avec tout un rituel d'ailleurs, nous disait à l'instant. Effectivement, il y a une serviette qui recouvre la tête de la personne et l'assiette, et on met tout dans sa bouche et on mâche tout, le bec, les os, on renforce le côté clandestin, le côté exclusivité et rituel, de ce qu'on mange, effectivement. Ce qui explique aussi une disproportion peut-être entre le prix de cette espèce et le prix d'autres. Tout à fait. Madeleine, merci pour votre question. Si on peut rester au standard, Benjamin. On peut rester au standard. On va accueillir Antonio. Bonjour Antonio. Oui, bonjour. On vous écoute pour votre réflexion ce matin sur le plateau de Complémentaire. Eh bien voilà, ma réflexion, elle vient sur le sens de terme rare qui est amené donc en terme sur le plateau. Et ce terme rare me convient plus pour quelque chose qui n'a pas le sens du vivant. Un objet est rare, un bijou est rare, un monument est rare, mais n'approche pas le sens même du vivant qui, lui, le vivant n'est pas rare, il va disparaître. Donc je verrai plus quand vous voyez sur disons à la vente des animaux que l'on peut mettre espèces rares, plutôt espèces en voie de disparition, qui a plus le sens du vivant. Mais l'achèterait-on dans ces conditions-là, effectivement, parce que c'est le terme qui colle le mieux finalement à la situation de l'animal, on en convient ce matin sur ce plateau, mais est-ce que en mettant cette accroche, pour le coup, on dissuade pas un peu l'acheteur? Déjà, clairement. Ensuite, il y a vraiment une connotation propre au fait de rareté. Il y a des espèces qui sont rares naturellement. Il y a des espèces qui sont rares parce qu'on les a surexploitées ou à cause d'accidents divers, mais il y a des espèces qui sont rares naturellement, et celles-ci sont aussi sujettes à ce type d'exploitation. Les deux sont sujettes à ce type d'exploitation. Celles qui sont rares naturellement, celles qui sont rares parce que surexploitées. Mais si je suis bien votre raisonnement, à la limite, une espèce, si on dit d'elle qu'elle est en voie de disparition, elle va d'autant plus aiguiser l'appétit soit des collectionneurs, soit des chasseurs de trophées.
Tout à fait, oui. C'est pour ça que c'est un problème, qui n'avait pas jusqu'ici été remarqué et qu'un certain nombre d'espèces sont vraisemblablement déjà au bord de l'extinction de ce fait. Et pour répondre à Antonio, qui trouve effectivement que le terme rare collerait davantage à une espèce inerte ou à un objet, que dire ? Non, vraiment, la rareté est vraiment le terme approprié parce que, contrairement à ce que dit le téléspectateur, il y a des espèces qui sont rares naturellement, qui ne sont donc pas forcément en voie d'extinction. Il y a des espèces dont les caractéristiques écologiques font qu'il y a peu d'individus ou que la répartition géographique est limitée. Mais si on laisse ces espèces tranquilles, elles vont vivre leur vie tranquillement, sans aucun problème, toujours dans la rareté. Elles ne seront pas en plus grand nombre ? Non, mais elles ne seront pas elles forcément menacées. C'est la distinction, la nuance que vous faites. Si on les laisse vivre tranquillement. Vous le disiez, l'une des solutions, c'est simple, c'est le changement de mentalité. En attendant que les mentalités changent, l'autre solution qui paraît évidente, c'est le renforcement de la réglementation, de la législation, et puis aussi des moyens qu'on met en œuvre aujourd'hui pour protéger les espèces en voie de disparition. Finalement, c'est plus policer la nature, enfin, plus en tout cas y mettre de police. Oui, mais dans la mesure où on intervient énormément dans le négatif, je pense que c'est pas un mal d'intervenir également aussi dans le positif pour essayer de rétablir la balance. Antonio, merci pour votre question. Je sais que vous alliez vous éclipser, alors je voulais juste vous remercier. De rien. Un dernier appel peut-être au standard que nous prendrons dans quelques instants. Prenons-le tout de suite. Prenons-le tout de suite. On est au standard, on y est bien. Il s'agit de Valérie. Aussi. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. J'ai à peine eu le temps de jeter un petit coup d'œil sur votre question parce que vous le savez, ça arrive sur cette petit écran qui est à côté de moi. Vous nous appelez d'où, Valérie ? De Hyères-les-Palmiers. Hyères-les-Palmiers, c'est joli, enfin surtout sur la fin du mot. Ça se trouve où, Hyères-les-Palmiers ? Je voulais vous poser une question à propos des baleines en Polynésie. Donc je reviens de Polynésie. Et la grande mode là-bas, c'est d'aller voir les baleines entre l'île de Tahiti et l'île de Moorea. Et en plus, c'est l'endroit où elles ont fait leurs petits. Et la grande mode, c'est quelqu'un a vu une baleine et tout le monde y va. Tous les bateaux y vont. C'est une concentration, c'est même impressionnant. Et moi, je préférais les voir sur l'île de Rurutu parce qu'on les voit de la terre. On va pas les déranger, on va pas nager avec elles, on les laisse tranquilles. Et à une époque, il fallait pas y aller parce que ça les dérangeait. C'était la période de reproduction. Et puis tout compte fait, ça rapporte beaucoup. Et pour les tours opérateurs, les prestataires de services des hôtels, et maintenant tout le monde y va. Et quand on demande aux scientifiques de là-bas, oh non, elles aiment ça. Bon, moi je reste dubitatif. L'île de Rurutu qu'on sait être dubitatif d'ailleurs. L'île de Rurutu qu'on sait être le berceau des baleines. Je crois que c'est des baleines à bosse dont il s'agit. Je suis pas sûr, mais a priori. Vous avez assisté à ce balai incessant de bateaux pour aller voir justement ces baleines. Ah bah oui, parce que j'habitais une commune au-dessus de La Passe, au-dessus sur la montagne en fait. Donc je voyais Moorea de l'autre côté et on voit les bateaux aller voir les baleines. Parce que nous on les voyait aussi, les baleines. De la maison, on avait vu sur les baleines quand c'était leur passage et les bateaux arrivaient dessus dans les minutes qui suivaient. Parce qu'il y a des avions qui passent entre Moorea et tout ça est très organisé, effectivement. C'est ce qu'on évoquait d'ailleurs en début d'émission avec un autre exemple, celui des orques. Benjamin ? Oui, c'est ça qui m'a fait... Et Valérie, vous nous dites sur place, effectivement, on vous dit qu'en plus les baleines aiment ça. Franck Courchon, a priori, les différentes espèces n'aiment pas particulièrement ça, qu'on vienne les déranger. Non, je pense que c'est soit de l'indifférence, soit du dérangement, et donc plutôt négatif. Mais je pense que cet exemple est vraiment très très parlant. On peut soit les regarder de la terre pour pas les déranger, on les voit évidemment un petit peu moins bien, mais on les verra certainement plus longtemps que si on va les voir de plus près et qu'on les dérange. Mais ça illustre complètement finalement ce que vous dites dans votre papier, c'est-à-dire cette propension naturelle qu'a l'homme à aller voir ou à aller se servir ou à aller chasser les espèces les plus rares, comme les objets les plus rares d'ailleurs, pour reprendre ce dont parlait notre précédent téléspectateur. C'est un exemple. C'est un très bon exemple avec toute l'activité économique qui va se développer pour essayer d'exploiter ce filon au maximum. Et si jamais les baleines commencent à disparaître, eh bien, cette exploitation va aller se mettre sur autre chose. Et c'est ce qu'on voit assez régulièrement. L'économie ne sera pas perdante là-dedans, c'est vraiment la biodiversité qui le sera. Ça veut dire que quand on parle d'écotourisme, petit conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs, s'assurer quand ils font de l'écotourisme qu'ils ne vont pas dans une industrie à regarder les baleines. Voilà, alors il faut, je pense, plus qu'aller demander au tour opérateur si c'est un problème, parce qu'on risque de leur répondre que non, au contraire, les animaux aiment ça. Je pense qu'il faut un petit peu de
de sens commun et puis essayer de se renseigner, de savoir si l'espèce est vraiment rare ou non et si elle est vraiment rare, à ce moment-là, essayer d'éviter d'aller la déranger. Mieux vaut éviter, mieux vaut se limiter soi-même. C'est pas évident quand même parce que... Tout à fait, oui, c'est pour ça que... C'est contre nature, s'intéresser à ce qui est rare, c'est naturel chez l'homme, j'ai envie de dire. S'y intéresser et puis aussi posséder ces objets liés à ces espèces rares, c'est quelque chose qui est intéressant, effectivement. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une solution simple, mais difficile à mettre en œuvre. David ? Valérie, merci pour votre question. Je vous donner juste une information. Oui. Vous dites c'est contre nature. Or, moi, mes fils, quand je leur ai expliqué qu'ils savent très bien nager, que ce serait super de nager avec un baleineau, mais que lui, il peut ne pas apprécier, en plus il est immense, donc moi je serais pas très tranquille, mais de lui dire que surtout eux, ça ne leur plaît pas, tout de suite, ils n'ont pas redemandé. Et c'est pour eux, pour les enfants par contre, les enfants c'est un bon vecteur, parce que eux vraiment, quand on leur explique que les animaux, on n'a pas à attendre qu'ils deviennent rares pour les protéger, que eux, quand on le leur explique, ils n'ont pas ce truc de la rareté. D'ailleurs, même ici en France, ils l'ont jamais dit qu'ils en ont vu des baleines, parce que ils n'en ont pas fait la pub de côté Ushuaïa, quoi. Ils n'ont pas fait ce truc-là. Et eux, pour les enfants, c'est très important. Quand on le leur explique, ils peuvent le transmettre aux parents, cette information. C'est pas si naturel que ça, c'est un truc d'adulte. Eh bien, écoutez, Valérie, on va s'arrêter sur ce propos plutôt optimiste. L'émission se termine. Franck Courchon, finalement, on a quand même quelques raisons d'être optimiste, les enfants, toujours. Oui, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Franck Courchon. Merci. On se retrouve demain, nous, David. Effectivement, demain à la même heure, 9h30, toujours autour de cette table. Ça sera un nouveau numéro de complémentaire pour bien commencer la semaine. C'est fabuleux. Un petit coup d'œil sur la carte des prévisions des indices prévisionnels de la qualité de l'air. Ça vous dit, regardez, aujourd'hui, on respire bien. Allez, il y a 2 indices 4 simplement, à Nice et à Paris. Le reste de la France, pour dire dans sa totalité, respire bien. À demain. Passez une bonne journée. Salut.